Voilà, bonjour. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Mélissa Ankizi, je suis responsable de la communication sur l'intelligence artificielle à l'EPFL. C'est un plaisir de vous accueillir ici au Rolex pour cette session très particulière. Alors, une des missions de la communication, c'est évidemment, dans un établissement comme l'EPFL, de démontrer l'impact de la recherche, de l'éducation sur la société, avec évidemment l'enjeu de vulgariser la science. Je pense qu'on est tous touchés de près et de loin par l'intelligence artificielle, on en entend parler tous les jours en ce moment, et ça peut parfois être très abstrait comme concept ou comme notion. Donc forcément, quand il y a un scientifique qui vulgarise la science, pour moi, c'est du pain béni. Donc déjà, j'aimerais remercier Marcel pour cet ouvrage qui me facilite la vie. Alors, si vous tapez Marcel Salaté sur Google, vous allez trouver plein de choses, évidemment. Il est épidémiologue, scientifique, professeur. Il a fondé les Applied Machine Learning Days, qui est un événement sur l'intelligence artificielle, et ce, depuis déjà 10 ans. Mais moi, je vais vous parler du quotidien avec Marcel, puisque je le côtoie tous les jours. Donc, ça va être des choses que vous ne connaissez pas, d'autres casquettes de Marcel. La première casquette, c'est bien sûr la casquette d'explorateur. Marcel, il adore apprendre, comprendre, se plonger au cœur de plein de sujets et croyez-moi, il pose vraiment beaucoup de questions. Et d'ailleurs, tous les mois, on se plonge Inside AI, qui est en fait le nom de notre podcast qu'il a créé ici au Centria de l'EPFL. Une autre casquette de Marcel, et je ne sais pas si ça vient de l'épidémiologie ou si ça n'a rien à voir, mais il est vraiment passionné par la santé, le sport, la nutrition. Et évidemment, avec Marcel qui est très actif, ça ne suffit pas de juste lire des articles, faire de la recherche. Non, il a également créé une application qui nous permet de traquer notre nutrition et grâce à l'intelligence artificielle aussi de nous donner des conseils pour mieux manger et donc rester en bonne santé. Et puis, une dernière casquette de Marcel, je ne crois pas qu'il ait étudié le génie civil, mais pourtant, c'est vraiment un bâtisseur de ponts. Et quand je parle de ça, je veux dire les ponts entre la science et la société. Ce week-end, on va avoir la toute première assemblée citoyenne en Suisse romande sur l'intelligence artificielle. Donc, on va accueillir des citoyens de tous les cantons romans qui vont venir échanger. Et ça, de nouveau, Marcel, typique, il a envie de comprendre, d'apprendre et de créer ces ponts entre la société et la science. Et je pense que vous allez retrouver tous ces ingrédients dans le livre de Marcel, sans jargon, sans chichi. Donc pour la session d'aujourd'hui, pas besoin d'avoir des compétences ou des connaissances préalables. Dans un petit instant, Marcel va se joindre à nous et il va nous poser le décor. Et ensuite, il sera rejoint par mon homonyme, Mélissa Afshin. Deux Mélissa aujourd'hui, c'est quand même plutôt stylé. Et ils vont avoir une petite discussion, puis ensuite, ça sera à votre tour d'échanger et de prendre part. Et je vous encourage vraiment à être comme Marcel et à poser beaucoup de questions. Donc Marcel, encore bravo pour ton livre et merci. Et puis je t'invite à nous rejoindre. Merci beaucoup, Mélissa. Ça marche, vous m'entendez? Oui, ok. Excellent, merci pour cette introduction, c'est très gentil. Donc, je pense que j'ai une vingtaine de minutes de parler de l'IA, donc on peut vraiment toucher tout. Donc, j'ai écrit ce livre parce qu'effectivement, il y a plein de choses qu'il faut qu'on discute. Évidemment, en tant que chercheur, c'est extrêmement important. L'IA touche la science de manière fondamentale, mais il touche aussi notre quotidien. Et je pense que vous avez déjà une expérience avec ça. Et ça va encore augmenter. Je dis parfois, aujourd'hui, on est dans la phase MS-DOS un peu de l'intelligence artificielle. Donc, pensez pas qu'on est à la fin, on est tout au début. Et donc, je pense que c'est pour ça aussi que je me suis dit, OK, il faut quand même un peu expliquer comment ça fonctionne. Et c'est dans ce livre, mais c'est qu'une partie. Donc, le livre, il y a plus ou moins 3 parties. La première partie, c'est une explication, mais comme Mélissa a dit, rien de difficile, pas de chichi. Vraiment, j'espère, très accessible. Puis la deuxième partie, c'est un peu mon regard personnel.
Donc, comment l'IA va impacter la santé, par exemple, la démocratie, le marché du travail, la science, l'éducation et ainsi de suite. Et puis finalement, la troisième partie, c'est à peu près un peu l'avenir. Où est-ce que nous allons aller avec cette technologie? Quel sera l'avenir? Il y a des visions assez utopistes et assez dystopistes. Donc, c'est un peu un menu pour pouvoir en discuter. Ce que je vais faire maintenant, parce que je n'ai que 20 minutes, puis après on a la discussion qui est en tout cas plus intéressante, j'ai pensé qu'on va créer une intelligence artificielle ensemble. Vous êtes d'accord? On va faire ça. On a 20 minutes, voilà. Ok, déjà, si on veut créer une intelligence artificielle, ça serait peut-être intéressant de s'inspirer de l'intelligence réelle. L'intelligence réelle, évidemment, elle est située ici. C'est un cerveau, c'est évidemment un modèle. C'est un cerveau humain, c'est un peu petit, je pense. Parfois, quand on parle à quelques champs, on n'est pas forcément clair, mais je pense normalement, le réel, il est plutôt cette taille. Et ce qui est intéressant, c'est une masse de neurones. Et en fait, il y en a beaucoup. Il y a à peu près 100 milliards de neurones. Ce sont des cellules spécialisées. Et ces cellules, ces neurones, ils sont connectés les uns aux autres. Et ça forme un réseau neuronal énorme. Et c'est de ce réseau où émerge finalement cette intelligence réelle. Donc on pourrait peut-être faire la même chose. On pourrait créer une sorte de réseau neuronal, mais artificiel. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc si vous utilisez une intelligence artificielle actuelle, que ce soit ChatGPT, que ce soit Claude, DeepL, Midjourney, n'importe quelle, si l'actuelle est vraiment importante, il s'agit d'un réseau neuronal artificiel. Et donc l'idée, c'est un peu comme ça. Voilà. C'est évidemment une illustration très simplifiée, mais voilà les neurones, sauf que ce n'est pas vraiment des neurones, c'est des paramètres, on va en parler. Et finalement, à l'entrée de ce réseau, vous avez une information, un texte, une image, encore une fois, n'importe quoi, mais c'est évidemment numérisé parce qu'on parle d'un ordinateur, donc évidemment c'est représenté par des chiffres, et puis ces chiffres sont passés à travers de ce réseau, donc il y a des modifications mathématiques, mais ils sont très simples, hein. On parle plus ou moins des multiplications et des additions. Hyper simple, mais il y en a beaucoup. Et puis finalement, à la sortie, vous avez ces chiffres transformés par ce réseau. Et donc maintenant, ces chiffres représentent quelque chose, soit encore une fois, un texte, une image, une vidéo, n'importe quoi. Donc l'atout, c'est vraiment de trouver les bons paramètres ici, les bonnes valeurs. Donc si vous imaginez, peut-être c'est comme une table de mixage. Donc les paramètres sont les boutons ici, et le défi, c'est juste de trouver les bonnes valeurs. Juste le problème, c'est que ici on a une dizaine, vingtaine de boutons, de paramètres. Les réseaux actuels de l'IA, c'est des milliards de paramètres. Voire des centaines de milliards, il y a même des réseaux qui ont des milliers de milliards de paramètres. Si vous voulez imaginer ça ou visualiser, imaginez là un bouton occupe à peu près, je ne sais pas, 2 centimètres carrés. Donc une table de mixage à cette taille, avec une centaine de milliards de boutons, ça correspondait à peu près à la surface du canton de Genève. Pas la ville, le canton. Donc juste des boutons. Et votre défi encore, si on veut créer une intelligence artificielle, c'est juste simplement de mettre les bonnes valeurs.
pour tous les boutons. Maintenant, le problème, comment on va faire? Parce que à la main, c'est impossible, il y a trop de boutons. Donc c'est pour ça que les gens ont inventé une technologie qui s'appelle le machine learning. Donc l'idée, c'est que la machine, elle apprend sur la base des données de mettre ses valeurs. Donc on va faire ça ici aussi. On va mettre ces valeurs. Et on a besoin de données. Heureusement, j'ai les données ici déjà. Voilà, j'ai téléchargé d'Internet. Ça, c'est Internet. Hein. C'est une métaphore, évidemment. Alors, voilà, Internet. Il y a plein de données. La plupart, c'est un peu nul, mais il y a des journaux, il y a des livres, il y a plein de choses. Je pense que la plupart, j'ai obtenu de manière légale. L'autre partie, on n'en parle pas, certainement pas dans l'industrie. Ici, on en parle, mais dans l'industrie, peut-être pas forcément tout le temps. Donc ça, c'est bon. Voilà. Donc, j'ai presque tout. Maintenant, j'ai les données. J'ai mon réseau, voilà, mon table de mixage. Et donc, maintenant, je peux entraîner cette intelligence artificielle. Et je pense qu'on va s'y lancer. Je vais juste... j'ai l'ordinateur ici, évidemment, pour faire ça. Je vais juste demander à l'intelligence artificielle combien de temps ça va prendre. Ok, ça va prendre quelques millions d'années. Ok, c'est compliqué. Qu'est-ce que je vais faire là? Je n'ai pas le temps, je ne sais pas quant à vous, mais des millions d'années, c'est quand même beaucoup. Ok, j'ai une idée. J'ai ici quelque chose qui pourrait vous intéresser. C'est ce qu'on appelle une GPU qui est dedans. En fait, je l'ai volé de mon fils, de son ordi, parce que c'est pour les gamers. Ce qui est intéressant, donc je ne sais pas si vous savez ça, mais c'est une NVIDIA. Et l'idée d'une GPU, c'est une puce, comme le CPU qui est dans notre ordinateur, une puce assez standard, mais cette puce dans notre ordinateur, elle est assez généraliste. Elle peut faire tout, parce que vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur un ordinateur. Par contre, à ce qui concerne la graphique, c'est des manipulations mathématiques qui sont toujours un peu les mêmes. On sait exactement ce qu'on doit faire en temps de calcul. Donc, les gens ont développé des puces spécialisées uniquement pour ça, pour les calculs qui sont nécessaires pour la graphique. Et c'est pour ça que les GPU existent, parce que ça veut dire Graphics Processing Unit. Donc, c'est pour la graphique. Donc, maintenant, ce qui est très très intéressant, c'est qu'il s'avère que c'est exactement les mêmes calculs qui sont nécessaires pour entraîner et utiliser l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça que cette boîte NVIDIA qui a au départ commencé par créer des puces spécialisées pour la graphique, est maintenant devenue, je pense, l'entreprise la plus valorisée. Je pense hier, elle a atteint 5 000 milliards, je pense, de valorisation. Mais c'est pas mal. Et c'est à cause de ça. Donc aujourd'hui, c'est effectivement les puces dont on a besoin si on veut faire de l'IA. Donc heureusement, maintenant, j'ai des GPU. Alors, je vais encore demander à l'IA si ça va accélérer les choses. C'est une GPU. Ok, on a encore 10 000 ans. Ok. Voire 100 000, ok. Ça, c'est vraiment... Il n'existe d'autre. On n'a pas de puce plus performante que les GPU. Donc, je pense, ce qu'on va faire, on va juste en acheter beaucoup. Et on va les utiliser en parallèle. Heureusement, à Lugano,
on a fait exactement ça. Ça, c'est le ALPS, le super ordinateur, donc du Swiss Supercomputing Center. C'est à peu près 10 000 GPU. Ces GPU-là, c'est vraiment les plus performantes. C'est pas fait pour le gaming, hein. C'est spécialement fait pour l'IA. Et donc, ça, c'est une partie de cette machine. Mais on est très heureux, franchement, et content d'avoir accès à une machine comme ça, particulièrement en tant que chercheur. Mes collègues aux États-Unis, parfois, ils ont accès à quelques-unes. Nous, on a maintenant accès à 10 000. Et on fait beaucoup de recherches de pointe qui seraient simplement pas possibles sans cette machine. Comme par exemple l'entraînement d'Apertus, dont vous avez peut-être entendu parler. Voilà, donc ça c'est déjà pas mal. Et vu que je suis déjà un peu à la fin de mes 20 minutes, je vais faire tourner maintenant. Donc j'ai connecté chez tout, chez mon réseau, chez les GPU à Lugano, j'ai les données, chez tout. Donc je vais lancer l'entraînement. Apparemment, je n'ai pas assez d'énergie pour faire ça. Il semble que ce n'est pas clair qui va payer finalement. Ok. Donc, en fait, je viens te parler avec Thomas Schultes, qui est le directeur, et effectivement, c'est un problème. On a cette machine, mais ce n'est pas tout à fait clair. On l'utilise, mais apparemment, on n'est pas d'accord qui paye la facture pour l'électricité. Ça coûte cher, ça prend une certaine électricité, c'est vrai. Par contre, quand on réfléchit à cette machine, elle prend à peu près 5 mégawatts, ou au pic peut-être 10 mégawatts. C'est à peu près 2 trains, ou entre 5 et 10 jets d'eau. Donc d'un côté, c'est beaucoup, ce n'est pas rien, mais ce n'est pas la fin du monde non plus. Mais en tout cas, ça coûte quand même cher. Ça coûte à peu près 10 millions de francs si on veut tourner cette machine pendant 1 an. Donc, il faut encore que je trouve l'argent pour faire ça, mais sinon, j'ai vraiment tout. Et maintenant, j'espère aussi que vous comprenez un peu mieux pourquoi, si vous regardez un peu la situation géopolitique, on ne parle plus forcément du pétrole ou de l'industrie automobile. On parle aujourd'hui des données, on parle des puces et on parle de l'énergie. C'est les 3 ingrédients de la géopolitique aujourd'hui et je pense aussi à l'avenir parce que si vous avez ces 3 ingrédients, vous pouvez entraîner, créer et utiliser une IA si vous en avez 2 ou même voire 1 de ces ingrédients, c'est un peu fini, c'est game over. Et donc clairement la Chine, les États-Unis se positionnent, ils nous vendent aussi ces machines, parce qu'aujourd'hui il n'y a vraiment pas de fournisseurs européens par exemple. Donc c'est compliqué pour exactement cette raison. Mais là j'espère que vous comprenez un peu comment ça fonctionne, pourquoi on parle aujourd'hui des puces, de l'énergie et des données. Et je pense aussi maintenant, j'espère que vous avez un peu une idée comment j'explique ça dans le livre, la manière, j'aime beaucoup utiliser les métaphores, donc c'est exactement comment je fais ça. La seule différence, c'est le français est parfait dans le livre. Donc je pense maintenant, on se lance dans la discussion, je suis ravi évidemment toujours à prendre des questions, parce que c'est là où c'est vraiment intéressant pour tout le monde. Donc, on commence avec la discussion avec Mélissa. Merci beaucoup. Et on fait ça là, j'imagine. Exactement. Tu as une préférence? Non. Bon, je choisis. Voilà, je vais mettre ici. Merci. Je vais quand même prendre Voilà. Merci Marcel pour cette présentation et nous avoir appris à faire une IA.
Justement, aujourd'hui, on parle tellement d'IA que j'ai l'impression qu'on ne sait même plus de quoi on parle. Exactement. Ouais, entre ceux qui en ont peur, ceux qui adorent l'utiliser, ceux qui savent même pas qu'ils l'utilisent au quotidien, finalement, on est un petit peu perdu dans tout ça et heureusement qu'on a besoin d'une boussole. Et d'ailleurs, ton livre s'appelle Comment ne pas perdre le nord. Et justement, durant ces 20 prochaines minutes, 25 prochaines minutes, on va essayer de voir ensemble déjà où est ce fichu nord. Et surtout, dans un monde qui change à une grande vitesse. Et d'ailleurs, la vitesse du changement, c'est quelque chose que tu en parles dans ton livre. Et d'ailleurs, tu dis dans ton livre, le plus grand défi n'est pas le changement en soi, mais la vitesse du changement. Justement, en ce moment, on est dans un monde où tout se met tout le temps à jour, que ce soit les apps, les réseaux sociaux, les outils, etc. Et est-ce que toi, déjà, tu arrives à garder le nord, à pas te perdre dans tout ça? Parfois, oui. Je pense que oui. Mais bon, personne vraiment sait ce qui va se passer. Donc, c'est toujours un point de situation, si tu veux. Mais je pense quand même il y a une grande confusion. Effectivement, beaucoup de gens se sont déboussolés. Effectivement, le titre aussi, dans la version originale allemande est Kompass, donc une boussole. Mais je pense qu'une fois qu'on a compris comment ça marche, je pense quand même la vie se simplifie un peu parce qu'on a l'impression, on a une vingtaine de nouvelles et on ne sait pas exactement quoi faire avec, mais une fois qu'on comprend que à la base c'est toujours la même chose, ça facilite la compréhension, ça facilite la manière dont on réagit à ces nouvelles, je pense. Il y a une question un petit peu que je me posais, c'est avec tous ces changements, est-ce qu'on n'est pas en train d'être dans une génération un peu bêta-test sur le futur, tu vois? On teste un petit peu les nouveautés. Bêta-test sur le futur, ça c'est intéressant. Je pense que c'est la définition du présent, le bêta-test pour le futur. C'est toujours comme ça, parce qu'on est toujours à la pointe et on ne sait jamais exactement ce qui va arriver. On peut encore planifier, mais c'est vrai, l'horizon de planification, il est très court aujourd'hui. Et c'est ça qui rend les choses un peu plus difficiles, effectivement. Oui, et ce qui rend aussi les choses difficiles, je pense, c'est le fait qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Tu le dis d'ailleurs dans ton livre, les modèles d'IA sont des boîtes noires. On ne sait pas toujours pourquoi ils donnent telle réponse. Est-ce que finalement, il faut absolument comprendre pour faire confiance à ces technologies? Je pense pas. En fait, c'est vrai, c'est une boîte noire dans un sens strict, mais ce que j'ai voulu montrer ici, c'est assez clair comment ça fonctionne. Finalement, c'est que des valeurs dans un réseau neuronal. C'est juste, on comprend pas forcément exactement pourquoi ça fonctionne tellement bien et exactement qu'est-ce qui se passe dans les détails, parce que on est maintenant à une complexité avec ces centaines de milliards de paramètres qu'on ne comprend plus rien. Mais on comprend que ça marche très très bien. Et ça, c'est quelque chose aussi de nouveau, parce que normalement, on se lance, on veut construire, je sais pas, un fusil, on va pas juste... on n'a pas trouvé comment lancer un fusil et puis après on a découvert la physique. Donc maintenant c'est un peu bizarre parce qu'on est dans cette situation, on a d'abord créé l'outil et maintenant on fait une sorte de recherche presque, je dirais presque, c'est presque maintenant devenu une science naturelle parce qu'on cherche à comprendre quelque chose qui existe déjà. Sauf c'est nous qui avons créé cette technologie, c'est pas la nature. Mais c'est effectivement une situation assez fascinante. Donc toi, tu es plus fasciné par ça que craintif. C'est pas quelque chose qui t'inquiète. Tu trouves ça plutôt normal même comme évolution. Ça m'inquiète pas. Ce que m'inquiète, c'est qu'est-ce que l'homme finalement, qu'est-ce que les humains vont faire avec cette technologie. Mais là, c'est pas une crainte nouvelle. C'est notre nature. Il faut toujours se méfier un peu.
En parlant de méfiance, en ce moment, voilà, on parle beaucoup de deepfake, de voix modifiées avec l'intelligence artificielle. Et on ne sait plus trop ce qui est vrai. Et d'ailleurs, tu le dis dans ton livre, voir n'est plus croire. Tu penses quoi un petit peu de tout ça? Tu penses que peut-être ça va aussi changer notre manière peut-être de voir la réalité, de voir Alors, ce qui est intéressant, c'est la réalité, elle est quand même assez fascinante, je trouve. Et voilà, ça c'est réel, c'est réel, je pense. Oui. C'est assez facile à vérifier. Et donc, c'est exactement ça ce qu'on observe. On revient d'une certaine manière à un temps peut-être un peu perdu. Par exemple, si je pense à l'éducation ici qu'on fait à l'EPFL, les examens, aujourd'hui, évidemment, les étudiants utilisent ChatGPT et d'autres outils et on les encourage. C'est génial. Mais finalement, à la fin, je dois vérifier que ces gens ont vraiment compris ce que je cherche à enseigner. Et je ne peux plus faire par des documents écrits parce que je ne sais plus qui a écrit ce document. Donc je reviens dans une situation où on fait de plus en plus des échanges personnels, comme à l'époque. Donc la phrase que j'adore, je ne connais pas la bonne traduction en français, mais reality doesn't scale. Donc c'est quelque chose qui est toujours là et on peut jamais vraiment on peut jamais s'en sortir heureusement. Et elle est très difficile à vérifier. Donc quand je dis on peut plus être sûr ce qui est vrai, c'est effectivement vrai sur le plan digital, mais pas dans la réalité. Donc je pense qu'on va de plus en plus revenir à la réalité et confirmer les choses en réalité. Donc tu dirais on va vers une évolution, mais finalement, quand on regarde cette évolution, tu parlais des travaux des étudiants, on est dans une évolution, on revient un petit peu à comment ça se faisait un peu à l'ancienne, quoi. C'est ça? Exactement, exactement. Et avec les deepfakes, oui, c'est vrai, c'est pour le moment peut-être un peu difficile à s'imaginer, mais finalement, je vous rappelle, on connaît Photoshop depuis une trentaine d'années et le ciel n'a pas tombé, donc je pense là, on va s'en sortir. Il va y avoir des sources qui sont fiables, ils vont devenir encore plus importants. C'est en fait aussi pour ça que je vois un avenir assez positif pour le journalisme, même si les journalistes n'y croient pas. Mais je pense parce qu'on va dépendre de plus en plus d'une source crédible. Sinon, on doit juste assumer que tout est faux. Non, clairement, clairement. Enfin, j'aimerais pas me retrouver à dire n'importe quoi alors que c'est pas moi, mais Ouais. c'est clair. Justement, en parlant des élèves, de l'école, la triche finalement, ça c'est quelque chose que tu abordes dans ton livre, le plagiat. Mhm. Et tu dis l'IA est déjà un outil de travail. Et moi, la question que je me posais, c'est forcément, voilà, le plagiat, on sait tout ce que c'est le fait de reprendre le travail d'une personne, d'une œuvre qui a été créée par une personne. Mais quand c'est quelque chose qu'on a demandé à une machine, donc c'est une requête, donc finalement cette requête, elle vient de nous, Mhm. est-ce qu'on peut parler encore de plagiat? Ça, c'est toute la question. Je ne pense pas qu'il y a une réponse correcte ou fausse. Effectivement, c'est une discussion qu'on doit mener sur le plan social. Qu'est-ce qu'on accepte exactement? Aujourd'hui, si quelqu'un arrive avec quelque chose et il dit « j'ai fait moi, mais j'ai eu beaucoup d'aide d'une IA », est-ce qu'on dit non, ça ne va pas? Ou est-ce qu'on dit « waouh, c'est génial parce que là, tu as vraiment utilisé cette nouvelle technologie de manière créative et le résultat est hyper intéressant ». Moi, je suis plutôt sur ce deuxième point, mais c'est clair, normalement, c'est pas aussi facile que ça, parce que les gens juste, ils écrivent des textes qui sont pas trop intéressants, mais qui quand même sont suffisants pour une certaine requête, comme à une école. Donc, je pense que toute la problématique est là, comment finalement vérifier. Parce que pourquoi on fait ça? On fait ça pas parce qu'on va garder ces documents pour longtemps, c'est juste pour vérifier que quelqu'un a compris quelque chose, et là on va juste revenir à une autre manière de le tester. Mais sinon, si quelqu'un dit « moi j'ai écrit ça et je mets mon nom ici », donc c'est une sorte de responsabilité,
est-ce que c'est vraiment important si l'IA a joué un rôle ou non? Moi, je pense plutôt non. Même que je vous avoue, j'ai écrit ce livre moi-même. J'allais te demander. Avec l'aide parfois, mais quand même, je pense que c'est ça toute la discussion. Qu'est-ce qu'on va faire exactement? Qu'est-ce qu'on va accepter? Ouais, tu penses que peut-être ça redéfinit un petit peu notre manière de travailler, notre efficacité finalement, et même peut-être notre précision sur certaines choses. Précision. Ouais, précision. Oui, effectivement. Ouais. En poursuivant sur ce sujet, parce que je le trouve assez fascinant personnellement, est-ce que finalement ça redéfinit pas notre droit à être un peu lent, à être flou, un peu humain, tu vois, tout ça? Vu qu'on est dans une espèce de performance, de l'efficacité, de la précision avec l'IA, est-ce que finalement ça ne redéfinit pas aussi tous ces concepts liés à l'humain? Alors ça dépend de la situation. Donc demain, si tu es dans un hôpital, je te demande, tu veux que ce soit plus précis ou plutôt plus humain? Qu'est-ce que tu vas me répondre? Ça dépend de la situation à l'hôpital. Mais même dans l'économie, si je te dis, OK, écoute, Mélissa, tu utilises ce service-là, je peux te fournir ce service 10 fois plus rapide, 10 fois moins cher, c'est à base de l'IA. Tu vas dire quoi? Tu vas dire, non, je préfère vraiment payer 10 fois plus pour le service humain. Peut-être il y a quelques domaines où effectivement c'est tout le produit finalement que c'est fait humain et de manière boutique, manuelle, je ne sais pas quoi. Mais finalement, on veut que les services soient plus faciles, plus efficaces, plus précises. Et donc là, je pense on va s'en sortir comme toujours. La technologie va améliorer les choses. Quelques tâches vont être automatisées, d'autres tâches vont émerger. Là, je pense qu'il n'y a pas trop de nouveau, franchement, dans ce développement. C'est juste que, comme j'avais dit, et tu l'avais évoqué au début, ça se passe tellement vite aujourd'hui que ça semble un peu difficile à comprendre. Mais finalement, c'est une technologie très puissante, peut-être la technologie la plus importante, mais quand même, les dynamiques, je pense, sont quand même assez pareilles comme avant. Justement, tu dis que c'est une technologie très puissante. Oui. Il y a un peu ce discours de dire que finalement, l'humain derrière ça, il va devenir un peu flemmard, un peu moins créatif. Est-ce que toi, tu partages cette idée? Non, pas du tout. Parce que c'est pas ce qui s'est arrivé au passé. On a toujours créé de la technologie nous a donné plus d'outils. Certainement, elle a automatisé plusieurs choses, mais finalement, si tu regardes par exemple la musique, parce que moi je fais beaucoup de musique, donc là, on a déjà depuis longtemps, on a la technologie on peut créer une sorte d'orchestre complètement digital. Est-ce que ça a détruit les orchestres? Non. Aujourd'hui, ils ont plein de succès. Les gens ont encore beaucoup de plaisir de jouer ensemble, de jouer au piano, à la guitare, n'importe quoi. Maintenant, on a un outil de plus. Moi, je trouve extrêmement intéressant, vraiment comme instrument. Donc aujourd'hui, par exemple, je pourrais créer vraiment presque une sorte de groupe. Déjà, j'ai tous les instruments dans mon ordi, ça c'est difficile sans IA, mais maintenant, il y a la voix. Je peux créer une voix à base de l'IA, et donc maintenant, j'ai un chanteur ou une chanteuse avec laquelle je peux faire de la musique. Ça, c'est quand même génial. Oui, ça serait super si j'avais une chanteuse à côté de moi tout le temps réelle, mais c'est juste extrêmement difficile. Donc là, je pense le contraire. Effectivement, on va avoir beaucoup plus de créativité grâce à ces outils. Ouais, toi, tu vois vraiment tout ce changement de manière super positive. Oui, on m'a appelé ultra optimiste, je pense. Je pense pas, mais comme j'avais dit déjà avant, et je vais le répéter, je ne fais pas confiance à la machine, mais je fais confiance à l'humain de s'en sortir de manière positive. Évidemment, on est humain, donc on va trouver tous les chemins, toutes les possibilités négatives, et on va en parler dans les médias, mais on va aussi trouver le chemin positif, et ça, c'est le chemin qu'on va finalement prendre.
Ouais, que finalement, ça va pas détruire notre créativité, ça va Exactement. nous rendre encore plus créatifs. Mhm. Mais justement, tu parlais de l'aspect négatif qui est souvent mis en avant dans les médias aussi. Forcément, tout progrès, c'est pas qu'une affaire de rapidité, c'est aussi une affaire de conséquences. Et on parle souvent de l'IA comme une technologie immatérielle, mais on sait que voilà, derrière, il y a des serveurs, il y a de l'énergie, des ressources qui sont utilisées. Oui. Et j'aimerais bien avoir un petit peu ton avis là-dessus. Donc tout ce qui est énergie, utilisation. Exactement. Est-ce que tu as l'impression qu'on surestime ou sous-estime les coûts aussi écologiques que ça peut amener? Alors je pense qu'on fait les deux. Donc on a souvent entendu parler qu'apparemment ChatGPT ça coûte 10 fois cher que Google. C'est pas du tout vrai. C'est à peu près exactement la même énergie qui est utilisée. Et en plus, aujourd'hui, si on cherche quelque chose sur Google, il y a toujours de l'IA dedans, même si on veut pas. Donc, et ça prend de l'énergie, c'est vrai, mais c'est pas encore trop. Donc, imaginez-vous une requête standard de ChatGPT ou Gemini, ça prend à peu près 0,2 Watt-heure. Donc, si on fait le calcul, on utilise ça 100 fois par jour. Sur un an, c'est l'énergie nécessaire de prendre 2 douches chaudes ou de conduire une voiture à pétrole pour 30 km. Donc, c'est pas trop. C'est juste, si on pense à l'avenir et on a des agents qui tournent tout le temps, 24/7, et qui font des choses pour nous et qui créent des vidéos et qui s'occupent de nos vacances, là, on va, je pense, avoir un besoin d'énergie qui est assez important. Et certainement aussi pour l'économie, parce que je suis convaincu que l'économie de l'avenir va être basée sur l'intelligence artificielle. Et c'est clair, parce qu'elle est tellement puissante. Évidemment, aujourd'hui, l'économie, c'est l'économie de l'intelligence humaine encore, mais à l'avenir, ça va être de plus en plus les deux intelligences ensemble. Et donc, on a besoin d'énergie pour ça. Et si on n'a pas assez d'énergie, qu'est-ce qu'on va faire? Le prix d'énergie, d'électricité va augmenter et l'économie sera moins compétitive comparée à ce que les Chinois font ou les États-Unis. Et le pire, évidemment, ça serait de créer plus d'usines ou des stations disons, de créer de l'énergie à base de combustibles fossiles. C'est ce qui est malheureusement en train de passer aux États-Unis. Les Chinois, ils mettent beaucoup sur les renouvelables et le nucléaire. Et en Europe, on n'a pas trop de discussion sur ça. On parle souvent de la suffisance, donc on a une certaine taux d'électricité, il faut faire avec. Mais ça, je pense, c'est quand même assez limite parce qu'à l'avenir, si on est limité par l'énergie, on va être limité à l'intelligence et ça va être une situation très difficile sur le plan économique. Oui, justement, tu l'as dit aussi tout à l'heure dans ta présentation que c'est un vrai enjeu géopolitique aujourd'hui. Et ce que tu racontes là, en fait, aussi, ça me rappelle un passage de ton livre où tu dis que le vrai enjeu, c'est pas ce que l'IA peut faire, mais c'est ce que nous voulons qu'elle fasse. Mm-hmm. Tu vois, dans quel sens, toi, tu disais ça? C'était vraiment dans le sens que nous, en tant qu'humains, comment finalement on l'utilise aujourd'hui? Exactement. Parce que c'est toujours un peu, c'est la situation un peu classique. On a un outil très puissant, une technologie très puissante. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Évidemment, on peut faire des choses extraordinaires. Et si on parle aux gens, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça? On parle toujours un peu de, oui, l'efficacité, mais la santé, on aimerait bien que la médecine s'améliore et tout ça. Ça, on est presque tous pour. Par contre, faire des choses, disons par exemple tout ce qui est question de guerre, évidemment on n'en veut pas. Par contre, si les autres le font, on doit faire quelque chose. Donc peut-être on devrait utiliser l'IA pour des buts défensifs. C'est vraiment une question, qu'est-ce qu'on va faire en tant que société? Moi j'aimerais bien qu'on serait oui, vraiment d'être à la pointe de cette technologie, parce que si on est à la pointe, si on comprend ce qui est en train de se passer, on peut agir. Sinon, on va toujours réagir, et je pense que ça ne serait pas la bonne
situation d'être dans un monde où on doit toujours réagir à ce que les autres font par rapport à l'IA. Donc c'est un peu mon appel aussi à la Suisse, à l'Europe, mais là je suis plutôt pessimiste, mais je pense qu'en Suisse, on a encore les moyens de se positionner à la pointe. Tu penses que du coup, ceux qui devraient décider de ça aujourd'hui, c'est plus les dirigeants ou bien les ingénieurs, les politiques, enfin, qui devrait un petit peu écrire les règles du jeu finalement avec ça? Heureusement, en Suisse, on vit dans une démocratie directe et c'est aussi pour ça qu'on organise cette assemblée citoyenne. Moi, j'ai évidemment vécu cette phase pendant le Covid où les scientifiques étaient un peu confus parce qu'on s'est dit, OK, clairement, le but, c'est de sauver des vies. C'est un but important, mais la société nous a aussi dit, après quelques mois, on veut aussi être libre. Et donc, je me souviens, il y avait beaucoup de gens dans la science qui n'ont pas compris ça, que la santé, c'était toujours le plus important. Et qu'il y ait des gens qui disent non, pour moi, effectivement, la santé, c'est le deuxième point. Le premier point, c'est la liberté. C'était quelque chose qui n'était pas dans le concept du monde. Et là, je pense, encore une fois, c'est extrêmement important que la recherche, la science est en échange constant avec la population, parce qu'on a vu ce qui va finalement se passer, ça va être difficile. Donc on cherche vraiment à comprendre quels sont les espoirs et les craintes. Quand on lit les médias, on pense toujours que tout le monde a peur, mais je ne pense pas que la Suisse est un pays des gens qui ont peur. En fait, je pense qu'il y a beaucoup d'espoir aussi, mais c'est important de l'entendre pour dire, OK, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On peut faire plein de choses, mais quelles seront vos priorités par rapport à cette technologie? Donc, je pense que c'est juste un échange, parce que finalement, le peuple va décider, c'est super comme ça. Même si parfois c'est un peu long, mais finalement, on se sort quand même de manière extrêmement positive. C'est aussi pour ça que tu as écrit ce livre, finalement, pour amener un peu plus... C'est une partie, oui, parce que c'est aussi notre responsabilité. On voit quelque chose, on est en train de réaliser, wow, il y a quelque chose de fondamental qui se passe, donc on doit en parler. Et il y a déjà plein de livres sur le plan technique, donc j'ai voulu apporter vraiment un peu ce regard plus généraliste. Et le titre de ton livre s'appelle « Comment ne pas perdre le Nord ». Et moi, j'ai une question pour toi, Marcel, Oui. pour conclure, et après, on pourra passer aux questions. Si toi, on te donnait une boussole avec 3 directions, curiosité, vigilance ou confiance, tu mettrais où l'aiguille pour ne pas perdre le Nord par rapport à l'IA? Vigilance, curiosité, confiance. Ah, ok. Donc, curiosité avec un peu de confiance. Ok. Il y a plein de gens qui s'occupent de la vigilance, donc ce n'est pas nécessaire que moi je fais ça aussi. Très bien. Donc tu dirais que finalement le vrai conseil pour ne pas perdre le Nord, c'est de continuer à être curieux et puis d'être confiant, c'est ça? C'est ça, oui, et d'expérimenter, faire des expériences et se lancer dedans. Okay. Finalement, si on pourrait finir par dire non à cette technologie, évidemment, mais j'aimerais bien qu'on fasse ça avec une compréhension derrière. C'est ça. Bah écoute, je te remercie sur ces belles paroles. On va conclure gentiment. Et en parlant de curiosité, je pense que vous êtes pas mal dans le public à avoir des questions, à avoir peut-être des doutes à poser à Marcel. Donc n'hésitez pas, c'est le moment d'être curieux et curieuse. C'est bon, salut. Vous avez dit que pour l'instant, c'est l'homme qui dirige encore, qui contrôle l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il est concevable pour vous qu'à un moment donné, l'intelligence artificielle continue à apprendre et prendra le dessus? Donc la question, c'est la perte de contrôle. Alors il y a un chapitre sur ça. Mais c'est une bonne question. Pour ne pas dire trop, mais personnellement, je n'y crois pas. Parce que
Déjà, aujourd'hui, c'est impossible. Ce n'est pas du tout clair si ça va être possible un jour. Peut-être, mais aujourd'hui, c'est encore de la science-fiction. Et puis pour moi, la question, c'est toujours, on va perdre le contrôle à qui exactement? À une machine, ok, à une IA, mais on va vivre dans un monde où il y a des milliards d'IA. Et peut-être, il y aura quelques-uns qui nous échapperont. Mais on a toujours des milliards d'autres IA qui peuvent nous aider à les retrouver, si vous voulez. Donc là, pour moi, c'est un peu l'exemple que je fais, c'est un peu avec les emails, non, le spam. Donc il y a cette technologie qui vous écrit des emails de spam tout le temps. Mais on utilise la même technologie pour défendre contre ça. Donc je pense qu'on va encore une fois trouver le même équilibre entre une utilisation d'une technologie qui est nuisible, peut-être même indépendant, mais à l'autre côté, on va y avoir de la technologie qui va nous aider à nous défendre. Donc l'idée que toute technologie décide un jour qu'on n'a plus besoin des hommes, des humains, ça je pense c'est plutôt Hollywood. Mais par contre, je trouve que c'est une discussion extrêmement importante. On ne peut pas juste dire, OK, c'est science-fiction, on ne va pas s'en occuper, parce que c'est quelque chose d'important, c'est un phénomène effectivement assez nouveau, et c'est quelque chose, on devrait faire beaucoup de recherches sur ça. Et ça commence, il y a plein de projets de recherche, mais c'est encore assez, c'est pas encore trop, je trouve, on devrait faire plus, certainement. Mais personnellement, je n'ai pas trop peur, mais c'est une question importante, effectivement. Mais du coup, moi, Marcel, pardon, mais est-ce qu'il y a quelque chose dont tu as peur ou tu es full optimiste surtout? J'ai peur, oui, j'ai peur, oui, mais pas peur, c'est plutôt respect. Ma crainte fondamentale, je t'avoue, c'est une Europe qui soit plus importante, qui soit juste plus à la table. Je pense qu'on vit maintenant dans une phase qui est assez extraordinaire. L'Europe a raté le coche avec la numérisation, complètement. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a vraiment aucune boîte importante en Europe en tout ce qui est numérisation. Maintenant, tout le monde panique. Souveraineté. Souveraineté, les États-Unis disent, vous voulez ça? OK, vous ne pouvez plus acheter nos machines. Et ça me fait peur. Et aujourd'hui, l'Europe est en train de rater le coche sur l'IA. Mais on fait quoi là? C'est extrêmement stupide et ça me fait peur. Parce que aujourd'hui, on vit dans un pays qui est riche, mais on a vu ça dans d'autres épisodes historiques. Ça peut tourner assez rapidement, certainement aussi pendant les vagues de changement technologique. Et donc, c'est ça ma crainte. Ma crainte, ce n'est pas Terminator. Ma crainte, c'est l'Europe qui ne veut plus. Qu'on devient obsolète, finalement. Oui. Okay. Pauvre. Un musée. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans le public? Oui. Merci, Marcel Salaté, pour la discussion. J'aimerais continuer sur ce que vous avez présenté, la modératrice. Cette question du bêta-testeur du présent qui contribue à l'IA du futur. Marcel Salaté, quelle est votre réflexion par rapport à l'attribution, à la contribution et à la valorisation, quelque part, de ce data as labor? Data as labor. Data as labor. Donc la question c'est quelle est l'importance des données? Quelle est votre réflexion sur les conversations oui. qui parlent en fait du data as labor et donc le rôle de l'individu en tant que bêta-testeur quelque part? Ok, je pense que je comprends, oui. Oui, notre rôle finalement, parce que finalement ces machines se basent sur nous aussi, utilisent nos données. Nos données, oui. Exactement. Exactement. Et bon, c'est... Bon,
déjà toute la question, est-ce qu'on est d'accord avec ces partages de données? Et là, encore une fois, c'est pas une nouvelle question, on parle depuis une vingtaine d'années, parce que déjà, les poids technologiques ont utilisé nos données. Donc aujourd'hui, c'est vrai, c'est devenu plus important, parce que sans données, il n'y a pas d'IA. Donc si vous voulez créer une IA performante, puissante, à l'avenir, vous avez toujours besoin de plus de données. Et donc, comment on pourrait faire ça d'une manière qui est acceptable, disons, certainement pour les Européens? Alors là, je pense qu'il y a plusieurs réponses. Il y a certainement une certaine réponse technologique. Il y a clairement des outils technologiques qu'on peut encore beaucoup améliorer. Par exemple, cet après-midi, en fait, je vais parler pour le podcast avec un ingénieur de Proton, de Genève, que vous connaissez peut-être. Proton Email, mais ils ont maintenant aussi créé une IA qui est très respectueuse de la vie privée. Donc, est-ce qu'elle va être aussi performante que ChatGPT? Est-ce qu'on va accepter ça? Est-ce que les gens vont accepter d'utiliser une IA qui n'est pas aussi performante que possible, mais qui est respectueuse de notre vie privée? C'est une question et on va apporter la technologie pour faire en sorte que cet écart soit aussi petit que possible. Ça, c'est une partie de la réponse. L'autre, c'est est-ce qu'on n'est pas allé un peu trop loin avec tout ce qui est donné? Si je lis aujourd'hui, par exemple, j'ai lu un rapport hier qu'en Allemagne, la moitié des emplois qui ont été créés l'année dernière, c'était uniquement pour la bureaucratie. La moitié des emplois. Et à base de cette problématique, il y a le GDPR, c'est quoi en français? ChatGPT, vous dites? Non, c'est cette loi des données. C'est la réglementation, la protection des données. Exactement. Exactement. Donc là, ok, maintenant on se sent protégé. Est-ce que vous vous sentez protégé? Moi, je vais sur un site web qui dit « Nous et nos 3000 partenaires respectent votre vie privée. » Ok, c'est un peu... Ça ne marche pas forcément trop bien, mais en fait, on est en train d'utiliser la moitié de la population, si vous voulez, ou des nouveaux emplois pour gérer cela. Donc là, je pense qu'il y a aussi un peu... Personnellement, je pense qu'il y a un petit recul aussi à faire pour l'Europe, pour vraiment repenser. Oui, on veut respecter les vies privées, ça c'est clair, je pense que tout le monde est d'accord. Mais on ne veut pas faire en sorte qu'on rate le coche sur cette technologie non plus. Donc, est-ce qu'après 10 ans de cette loi, il y a quelque chose de plus intelligent? Alors, je suis conscient de la problématique, je pense qu'il y a une réponse politique, sociale et technologique, finalement, à cette question. Est-ce qu'on aurait d'autres questions? Oui. J'ai des questions peut-être un peu plus basiques. D'une part, quand on a fait notre petit modèle IA, là, il y avait dans ce grand sac bleu à peu près tout ce qu'on a pu numériser de notre humanité. Oui. L'année prochaine, on va peut-être juste rajouter quelques feuilles de plus, la connaissance d'une année, et peut-être que la moitié de ce qu'on va rajouter, c'est de la création IA dessus. Mm-hmm. Donc, est-ce que les modèles ne vont pas plafonner ou assez rapidement? Et puis, il y a une autre question, c'était dans la phase de ça, est-ce qu'il n'y a pas une phase d'apprentissage, de validation, où là, de nouveau, l'humain peut orienter, je pense à faire des encyclopédies par un certain Elon Musk, est-ce qu'il ne va pas? Oui. Là, cette phase-là, entre le modèle et l'apprentissage du modèle, comment ça fonctionne? Mm-hmm. Alors, la deuxième question, je ne suis pas sûr si j'ai complètement compris, j'espère que toi tu as compris. Mais je peux déjà répondre à la première question, la question du plafonnement. Là, c'est effectivement un enjeu. Si on entraîne sur n'importe quelle donnée, et la moitié des données maintenant, effectivement, sort des IA, on va effectivement, la qualité va diminuer. Ça, on sait, on a fait des recherches sur ça aussi. Mais si on est capable de différencier
et de dire, OK, l'IA a créé toutes ces données, ça c'est inutile, c'est du, je sais pas, bullshit. Mais ça, c'est des choses quand même assez intéressantes. Et on entraîne uniquement sur cette partie. On a déjà pu montrer que maintenant, l'intelligence, la puissance augmente. Donc, toute la question est, est-ce qu'on est capable de trouver quelles sont les bonnes réponses et quelles ne sont pas les bonnes réponses? Et c'est pour ça aussi que dans des domaines qui sont vérifiables, comme les mathématiques ou le codage, où vous pouvez rapidement vérifier est-ce que une sorte de code qui sort d'une IA, est-ce que c'est intelligent, est-ce que c'est utile? Vous pouvez rapidement tester parce que vous pouvez faire le tourner sur un ordinateur, ça marche, ça donne le résultat. Donc là, ça avance extrêmement vite exactement à cause de ça, parce qu'on peut rapidement vérifier si le résultat de l'IA est bon, si la qualité est bonne, et donc vous pouvez utiliser ça aussi pour entraîner la nouvelle version. Mais pour tout ce qui est non vérifiable, tout ce qui est créatif par exemple, on n'est pas encore là. Donc là, j'imagine, la plupart des données va effectivement, on va évidemment regarder sur Internet, mais aussi les modèles, bon, les boîtes, les fournisseurs des modèles, ils cherchent accès aux bases de données qui n'ont pas eu accès avant. Ils sont en train d'avoir des contrats avec des maisons médias, avec des boîtes santé, par exemple. Et donc, je pense que la plupart d'une augmentation de la performance va quand même encore, la provenance va quand même encore être les vraies données, mais c'est juste pas forcément, ça se trouve pas plus facilement sur Internet, mais dans les bases de données commerciales. Et la deuxième question? Oui, la deuxième question, je ne suis pas sûre de l'avoir compris parce que vous aviez parlé de l'exemple d'Elon Musk, Wikipédia et Oui, compagnie. Crokipédia. Ouais. Oui. Oui. Oui, exactement. Alors ça, là, j'en parle pas, j'en ai pas parlé, mais j'en parle dans le livre. Il y a cet entraînement que j'ai un peu évoqué ici, mais après, vous avez une sorte de modèle qui est très performant, mais il faut encore aligner le modèle à ce que vous voulez que le modèle fasse. Donc, est-ce que ça devrait être un chatbot? Donc, il faut vraiment faire le modèle assez qui nous répond, qui nous pose des questions peut-être. Si c'est un modèle peut-être plutôt médical, non, ce n'est pas nécessaire. Donc là, il y a toujours une sorte de fine-tuning où nous, en tant qu'humains, mais c'est les fournisseurs, peuvent dire, OK, ça c'est une bonne réponse, ça c'est pas une bonne réponse. Et c'est aussi là où je trouve ce développement de l'intelligence artificielle ouverte, donc exactement, encore une fois, ce qu'on a fait avec Apertus, elle est tellement intéressante, parce que c'est pas uniquement Apertus, il y a les modèles de Meta, il y a les modèles chinois, c'est très intéressant que la Chine est tellement ouverte, qui nous permet finalement de fine-tuner, si vous voulez, un peu plein de modèles. Parce qu'on se demande toujours quelles sont les bonnes réponses pour une IA, mais on ne va jamais être d'accord. Déjà, si vous regardez les journaux, quels sont les bons journaux? Vous êtes d'accord, non? Il n'y a pas qu'un journalisme. Il y a des gens qui sont plutôt droite, il y a des gens qui sont plutôt gauche, il y a des gens qui sont plutôt école. Donc, on a une diversité des médias exactement pour ça, parce qu'on on a des opinions très, très différentes. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'on doit avoir des IA très, très diversifiées. Et c'est le open source, les open weight IA qui nous permettent de faire ça. C'est pas juste que ce soit pas juste Google et OpenAI ou Elon. On a une autre question devant. Bonjour. Vous m'entendez? Oui. Alors nous vivons un moment assez exceptionnel finalement de notre histoire, de l'humanité, avec l'introduction de cette technologie qui est très forte, avec une vitesse d'adaptation qui est demandée, qui est peut-être supérieure à notre capacité d'adaptation. Et nous sommes ici dans une institution d'éducation. Quelles sont, d'après vous,
les priorités, les enjeux éducatifs face à l'introduction d'une technologie aussi forte? Question intéressante. Alors, je pense la problématique, elle est plutôt partout. Ici, on va s'en sortir, les gens sont déjà à l'aise avec la technologie, les étudiants, c'est une école polytechnique, donc il y a quelques enjeux, comment faire les examens, mais ce n'est pas l'enjeu principal à mon avis. Donc, si je me fais de soucis, ce n'est pas pour les étudiants de l'EPFL. Ils vont s'en sortir, je pense, de manière assez positive. Ma préoccupation, c'est plutôt notre modèle de formation continue. Parce qu'on a un modèle de formation qui dit on va former les gens jusqu'à un certain âge, disons 16, 20, ça dépend un peu de votre parcours. Mais après, c'est fini. Après, c'est responsabilité individuelle. Et je pense là, peut-être, il y a aussi une conscience sociétale de dire, OK, maintenant, le monde change tellement vite que peut-être ce modèle, qui est quand même a été conçu il y a 200 ans, on pourrait peut-être l'ajuster. On pourrait peut-être l'ajuster avec la formation continue, avec des modèles de formation continue. Je ne veux pas dire que chez la solution, déjà le modèle suisse, il est très bien fait et je pense qu'il est très prêt pour cette vague de technologie parce que oui, on a beaucoup de chemin à se former et aussi de manière pratique, en plus évidemment d'une manière théorique, ce qui n'est pas toujours possible dans les autres pays. Mais finalement, quand même, l'État nous dit à un certain moment, si tu veux te former, c'est à toi. C'est une responsabilité individuelle. Tu regardes avec ta boîte. Mais on n'a pas vraiment un modèle pour ça aujourd'hui. Je pense qu'on pourrait vraiment se pencher sur ça. Mais je ne sais pas, un plan... Non. Non. Alors, toujours avec une nouvelle technologie, il y a quelques enjeux, mais si je regarde tous les enjeux, l'enjeu pour les étudiants à EPFL, c'est vraiment sur ma liste de priorités, c'est très bas. De manière professionnelle, évidemment, c'est très haut, parce que je suis professeur à l'EPFL, mais sur un plan un peu holistique, c'est plutôt... Je ne suis pas trop inquiet. Je crois, Mélissa, qu'il y a une question en bas. Monsieur. Une question assez pragmatique. En fait, je trouvais assez intéressant comme exemple les différents journaux qu'on peut lire orientés politiquement, gauche-droite et tout ça. Est-ce qu'il y a ça aujourd'hui? Parce qu'il y a plein de IA. Donc, est-ce qu'il faut utiliser Perplexity pour une chose, ChatGPT pour une autre? Ou comment j'utilise une IA pour moi au mieux possible aujourd'hui? Est-ce qu'il faut que j'achète un abonnement ou j'en sais rien sur une des IA? Ou comment ça se passe? Ça, je ne sais pas. Alors, ça dépend un peu de des buts que vous avez, des objectifs. Principalement, je dirais oui, plusieurs IA, c'est quand même pas mal parce qu'il y a des IA qui sont bons dans un certain cas, mais pas forcément très forts dans un autre cas. Donc là, déjà, c'est intéressant. Ce qui est difficile, je conseille toujours de payer pour le service. Ce n'est pas parce que je veux que les fournisseurs deviennent encore plus riches, mais c'est parce que normalement maintenant on a vraiment des contrats qui disent ok, si tu nous payes, on va pas entraîner sur des données à l'avenir. Au moins c'est ce qu'ils disent. Qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est une autre question. Mais là je trouve quand même pas mal parce qu'on a toujours dit le modèle de surveillance avec Google et tout ça, on paye avec nos données et puis c'est toute la publicité. Aujourd'hui en fait avec l'IA on a un choix, on peut payer 10 francs, 20 francs par mois, c'est pas rien, mais c'est pas trop non plus. Et là, on est sûr que ce soit à peu près
oui, qu'on a une certaine assurance que les données ne soient pas utilisées. En plus, il y a ces modèles qui sont en train de sortir comme Proton, Lumo, qui dit non, pour nous, c'est vraiment, on ne va même pas stocker ce que vous nous envoyez. Donc ça, c'est aussi très, très intéressant. Mais il faut le payer, parce qu'on le paye, finalement, on le paye. Soit on paye directement par abonnement, soit on paye avec les données. Moi, je préfère plutôt payer avec un abonnement. Mais là, je suis conscient, je vous dis plusieurs abonnements, et il faut payer. Donc, ce n'est pas possible pour tout le monde, mais si c'est possible pour vous, je le conseille d'avoir quelques abonnements juste pour tester, pour garder un peu, pas avoir une IA à laquelle on raconte tout. Merci beaucoup, parce que j'allais en venir. Tout ça, ça coûte, mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, voilà, au top de IA, c'est telle et telle offre? Oui, alors clairement, il y a ChatGPT qui est très, 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 très puissant. Je pense que c'est encore aussi pour moi, c'est mon go-to modèle. Puis j'utilise Claude, mais ça c'est plutôt pour tout ce qui est codage parce qu'il est très fort en ça. Puis il y a des gens qui adorent utiliser Perplexity. Maintenant, il y a cette offre de Proton suisse, Lumo. Je continue à explorer un peu. Donc il faut juste garder un peu l'esprit ouvert et tester, finalement. Merci beaucoup. Ouais. Je vous propose qu'on prenne une dernière question. Je vois l'heure qui tourne. Ah oui. Est-ce qu'il y aurait une question encore dans le public? Bonjour, merci pour votre présentation. Tout à l'heure, vous avez, je dirais, un petit peu opposé à l'hôpital humanité à précision. D'accord. Moi qui suis rentré en médecine il y a bientôt 50 ans, ça m'a interpellé. Bien et on va partir du point de vue qu'avec l'IA, on en peut gagner en précision. En même temps, on a une information du côté de notre ex-grand ami de l'autre côté de l'Atlantique, qu'on est en train de modifier des bases de données dans le domaine de la santé. On remplace sexe par gender, etc. Mais enfin, il y a 200, 300 exemples. Est-ce qu'il faut politiser des garde-fous? Je ne sais pas, comment est-ce qu'on peut faire qu'un jour vous ayez envie dans un hôpital de préférer la précision à l'humanité, quoique on pourra encore parler un petit moment là-dessus. Ok, mais peut-être juste pour revenir à la réponse que j'ai donnée avant. Clairement, je ne veux pas remplacer l'humanité avec la précision. C'est juste, parfois on dit, ok, est-ce que tu veux ça ou est-ce que tu veux ça? Et je pense qu'on peut en fait avoir les deux. En fait, c'est en tout cas ce que les médecins m'ont dit. Finalement, l'espoir, et je pense on voit ça maintenant des premières études des États-Unis, c'est que l'IA finalement libère aussi les médecins de faire quelques tâches administratives. Et donc, ça semble très bien fonctionner. Donc, je pense, là, c'est toute la discussion. Est-ce que veut ça ou ça? Mais très souvent, il s'avère vraiment que c'est comment dire, c'est le faux choix, non? C'est pas forcément l'un ou l'autre, mais on peut faire les deux. Et je pense l'utilisation de l'IA dans le domaine de la santé, c'est vraiment quelque chose de très, très excitant. C'est évidemment la médecine elle-même, le traitement, tout ce qui est pratique, mais après, il y a aussi toutes ces questions de développement de nouveaux médicaments où l'IA est très, très fort. Il y a les enjeux de prévention, où je crois personnellement très fortement que ça va vraiment nous aider, parce qu'aujourd'hui, on ne fait pas trop... La prévention, c'est très difficile à faire. On sait tout que c'est mieux prévenir que guérir, mais c'est encore extrêmement difficile. Même les gens qui ont subi un AVC, ils ont parfois du mal à vraiment changer leur vie. Et je pense avec ces assistants qui sont de plus en plus convaincants, on peut aller dans une direction qui est très, très intéressante. Pour moi, c'est toujours un peu en fait une sorte de test de Rorschach. Finalement, vous regardez la situation, il y a des gens qui disent « Oh, waouh, regarde, ça va tourner mal ». Il y a des gens qui disent « Waouh, c'est super, on peut faire tout ça ». Je pense que c'est un peu la même chose avec l'IA. Par exemple, dans la santé ou l'éducation, il y a des gens
dans le domaine de l'éducation qui ont extrêmement peur, qui disent mais nos enfants, ils vont devenir stupides. Mais il y a aussi les études qui montrent si on utilise l'IA d'une manière intelligente, et j'en parle dans le livre encore une fois, ça peut vraiment augmenter la performance des étudiants. Donc, finalement, c'est toujours une question de comment utilise-t-on cette technologie. Mais je reviens à l'observation qu'il faut la comprendre finalement. Et une fois qu'on la comprend, on peut prendre des décisions un peu plus informées, plus positives, on espère. Oui, c'est ça, c'est ce que tu disais, c'est que c'est finalement l'IA est là, mais c'est ce qu'on en fait et comment on l'utilise en tant qu'humain. C'est ça. Bah, écoutez, je propose maintenant, donc il y a une séance de dédicace de ton livre, Marcel. Ok. Donc je propose qu'on passe à cette séance. Merci beaucoup pour la discussion. Merci beaucoup à vous. Oui, merci à vous. Et merci.